On a les grandes stars du transmédia, parce qu'on a eu des gens qui viennent du monde entier pour nous rejoindre et pour en parler. On est très fiers de les recevoir. Messieurs, si vous voulez monter sur scène, on va vous présenter tout de suite. Ils viennent de toute l'Europe, ils viennent aussi de Paris. On est très fiers de les avoir. Certains ont peut-être écouté Ian Jean hier. Vous parlez de Producer. En tout cas, il est à nouveau. Robert Pratten, fondateur de Transmedia Storyteller. Boris Razon, Digital Storytelling and Transmedia de France Télévisions. Simon Staffans, Designer and Cross and Transmedia Format. Raymond van der Kaj, I hope I pronounce correctly. Et puis pour animer ce débat, Laurent Guérin, qui est un de nos meilleurs producteurs français dans le domaine du transmédia. Voilà, Détective Avenue et d'autres projets. Je les laisse parler et puis partager avec la salle, parce que je suis sûr qu'il y aura beaucoup de questions de la salle. Messieurs, merci encore. Bonjour à tous, merci de votre présence. Je suis très heureux et très flatté de présenter cette table ronde. On va essayer de faire quelque chose interactif, participatif, intéressant, enrichissant. Donc je ne vais pas assez rapidement vous donner la parole, mais on va vous donner la parole. Le transmédia, et en tout cas la dénomination, est quelque chose d'assez nouveau, très nouveau, sur lequel on parle beaucoup. On agit un peu et j'ai la chance d'avoir aujourd'hui des gens ici qui agissent beaucoup. Je vais probablement changer entre le français et l'anglais avec le panel, puisqu'il n'y a que Boris qui m'accompagne en langue française ici aujourd'hui. Je pense que chacun aura l'occasion de dire un petit peu ce qu'il fait, et puis même si Bruno a présenté rapidement nos intervenants, ils vont le dire. J'avais envie ce matin de vraiment rebondir sur le titre de la conférence de Cross Video Days et de se poser la question, parce que moi en tout cas je me la pose, de savoir ce que c'est qu'un programme transmédia successful. Voilà, c'était un petit peu la première question que je souhaitais poser à mon panel. Alors, est-ce que c'est un programme qui rencontre son public? Est-ce que c'est un programme qui est vendu? Est-ce que c'est un programme qui fait de l'argent? Est-ce que c'est un programme qui est bien écrit? Et puis, c'était l'idée. Je vais peut-être là-dessus te donner la parole à toi en premier sur Boris. Quels sont les critères de successful? À partir de quel moment on est successful? C'est évidemment en fait une question assez compliquée parce qu'elle a beaucoup d'implications. Moi, je dirais qu'un projet transmédia réussi, c'est un projet qui a réussi à engager une partie de son audience sur les réseaux sociaux, les médias numériques, et à l'engager au cœur du programme. Voilà. Et donc à densifier le lien qu'il peut y avoir entre un programme et son audience, à le rendre plus fort, à générer de l'implication. C'est le premier critère que je pourrais donner, mais je pense qu'il y en a de très nombreux, et au stade où on en est aujourd'hui, en tout cas en France, mais je crois un peu partout dans le monde, la conception déjà d'un univers complet, vaste, sur plusieurs médias, réussi, c'est déjà une performance. Voilà. Yann, do you want to give your opinion? Yann is working. De votre opinion, Yann travaille actuellement sur un grand projet qui implique des fantômes, des zombies. J'ai parlé de vampires auparavant. Il ne faut jamais confondre les vampires et les fantômes lorsque l'on parle avec Yann. Pourriez-vous nous faire part de votre avis? Qu'est-ce qui, selon vous, fait qu'un projet média est réussi? Qu'est-ce qu'un projet transmédia réussi en 2012? Effectivement,
C'est une question complexe, hein. Il y a différents angles d'approche. Selon moi, aux prémices des cross-médias, on trouve une composante qui fait partie de tous les projets, à savoir sonder et rechercher les éléments qui fonctionnent en termes d'écriture, d'histoire, de plateforme et de médias. Donc, selon moi, tous les projets sur lesquels nous travaillons disposent ou présentent une vaste part de recherche et de développement. Donc, oui, je travaille sur un projet de fantôme, mais c'est bien un projet de science-fiction. Nous travaillons avec une grande équipe très vaste. Et la prochaine mise en place de ce projet dans cet univers présente également un aspect commercial, l'objectif étant d'impliquer l'audience à travers un événement réel avec vente de tickets. L'aspect créatif reste, selon moi, le plus déterminant. Il faut vraiment travailler sur des formats de divertissement et pour moi, ce format transmédia est fortement lié à cette question de l'adhésion du public et de ce qui est attrayant. Enfin, la question de la monétisation se pose. Je suis tout à fait d'accord avec les deux interventions. Pour moi, il est peut-être difficile, le débat est difficile si nous sommes tous d'accord. Qu'en penses-tu, Guylaine? Ce que je voulais dire, il existe un très grand nombre de genres de médias, de projets transmédia, et donc il est très difficile, c'est pourquoi il est extrêmement difficile de définir le transmédia en soi, car comme c'est le cas pour les blockbusters, la réussite dépend bien sûr d'un seul facteur, on va au cinéma pour voir le film, et donc il y a l'argent. Pour créer et installer un projet transmédia, il est important d'être tout à fait clair sur l'aspect de ce projet qui constituera la réussite. Alors quel sera cet aspect? L'argent, l'adhésion du public, les taux de clics sur YouTube ou alors les connaissances qui sont apportées. Donc il faut vraiment, lorsque l'on conçoit un tel projet, avoir clairement en tête les éléments qui sont pour nous les facteurs de succès de ce projet. Vous voulez dire qu'il s'agit, avant de lancer le projet, de décider quels seront les éléments de réussite. Oui, car si on procède dans l'autre sens, alors on a peu de chances de réussir. Bien. Vous avez parlé de l'adhésion de l'audience, de la rencontre avec le public et de l'univers narratif qui crée l'adhésion. La recherche et le développement, l'histoire, ce sont les éléments que vous avez mentionnés. Quel est l'état, quelle est la situation en termes de visibilité, argent et contenu? Alors, qu'est-ce qui fait qu'un projet est réussi à ces égards? Je pense que les exemples présentés auparavant nous montrent bien des cas où l'audience télévisée a augmenté du fait de l'intervention sur les médias sociaux. Donc nous disposons de cas, d'exemples réussis qui sont parvenus à déployer les techniques appropriées afin de pouvoir augmenter l'audience et générer des revenus. Si l'on parle plus particulièrement de nouvelles formes de divertissement que les personnes n'ont jamais vues auparavant, il s'agit elles sont ensuite labellisées par nous comme transmédia. On dit c'est du transmédia parce que ce n'est pas un programme télé, mais ce qui fait que les gens le regardent, c'est le programme télé. Il y a diverses questions qui se posent à cet égard. Il y a le rôle des créateurs. Je suis tout à fait d'accord avec Simon qui dit qu'il nous faut tout d'abord définir l'objectif. Un contenu de marque, appuyer la marque du contenu, peut avoir pour objectif de faire passer la préférence du public d'un média à un autre. On peut donc utiliser la narration et on peut dire que, par exemple, un produit n'a jamais retenu véritablement l'attention du public et tout d'un coup, grâce à une intervention, nous avons un changement
Il y a par exemple le format télévisé qui atteint un grand nombre de personnes, mais pourtant il ne permet pas forcément ce passage ou ce changement de préférence. Et pour effectuer ce mouvement, c'est bien les réseaux sociaux qui peuvent être impliqués. On passe juste au sujet d'après. Les projets réussis de France Télévisions de cette année et de l'an dernier. Alors Amandine nous a parlé de Métronome tout à l'heure. Métronome en fait partie. Quels sont les autres est-ce qu'il en fait partie et quels sont les autres projets qui ont marqué l'année France Télévisions ou les 12 derniers mois? En fait, je vais revenir du coup sur la question précédente parce que précisément, nous, on évalue notre réussite à ce qu'on teste. C'est-à-dire qu'on a, pour chacun des projets qu'on lance, qu'ils soient transmédia ou simplement sur les médias numériques, on fait une expérience pour essayer de voir est-ce que ça prend, est-ce que ça prend pas. Et donc on est en train d'assembler peu ou prou les pièces d'un puzzle dont on se dit qu'à terme on pourra les mettre tout ensemble de manière à faire un programme réussi. Donc Métronome en fait partie. Manipulation qu'on a lancé, qui est le premier programme qu'on a lancé en novembre dernier, en novembre 2011, qui était un web documentaire pas très éloigné d'un jeu qui accompagnait une série documentaire de France 5 de 6 fois 52 minutes sur l'affaire Clearstream. C'était une expérience réussie pour nous parce qu'elle nous a montré deux choses. Il y avait d'une part très clairement une dynamique de jeu et une manière de consulter un programme différemment en ligne, de voir la même chose mais de manière complètement éclatée. Et il y a eu plutôt une bonne audience. On a largement dépassé les 100 000 visites dessus, ce qui était satisfaisant pour nous. Et la deuxième chose, c'est que l'équipe qui avait réalisé le documentaire et le web documentaire était disponible pendant 15 jours en ligne, en direct, pour échanger avec les gens. Et en fait, ça a très bien marché, ça. Et ça veut dire que le lien direct entre les gens et les gens qui regardent d'une manière ou d'une autre le programme et le programme lui-même peut se faire et se continuer longtemps, et on peut du coup lui donner demain une nature plus créative. On peut, voilà, de cet engagement on peut faire quelque chose. C'est le premier point. Dans les projets réussis, il y en a d'autres aussi, je vais en citer un seul puis après je m'arrêterai, qui est la campagne à vélo, qui était une manière de traiter la campagne électorale complètement différemment, en envoyant 2 journalistes à vélo sillonner la France pendant 3 mois. C'était un programme qui était exclusivement sur Facebook, sous la forme d'un feuilleton, plus que quotidien, puisqu'ils tweetaient, ils envoyaient des photos, ils envoyaient des vidéos, avec des épisodes hebdomadaires. Ici, il y a eu d'abord un vrai engagement de l'audience qui a permis aux journalistes de loger dans certains endroits, de rencontrer des témoins qui ont raconté leur vie, d'une part. Et surtout, à la fin, pour nous, un des critères de succès, c'est que cette expérience qui était purement digitale au départ est devenue un documentaire de 60 minutes sur France 2, juste après l'élection présidentielle. C'est un autre gage de réussite pour nous, c'est qu'on peut aujourd'hui se servir de ces médias comme laboratoire. Je vais m'arrêter là, histoire de ne pas être trop long. See, I don't. Although those examples might be very successful, I don't consider that to be transmedia storytelling. Mais je ne pense pas qu'il s'agisse d'une narration cross-média, car on a les créateurs qui parlent avec le public de leur programme, mais il n'y a pas de narration dans cette partie. Donc, vous avez dit que c'était les réalisateurs qui parlaient avec le public. Documentary and a web documentary. C'était à la fois un documentaire et un documentaire Internet. Ils ont fait les deux. Donc il y avait 2 modes de narration différentes. Car si l'on regarde la narration transmédia, l'idée, par exemple, pour un programme télé, ce serait de sortir une entité ou un personnage fictif du programme et de lui donner un compte mail, de lui donner la possibilité de poursuivre une narration sur un autre support. Donc, il ne s'agit pas forcément de la communication ou de la gestion de la communauté, mais bien de ce fait qu'une histoire se développe en dehors du programme qui appelle les personnes à revenir chaque semaine. J'aurais peut-être dû
vous prévenir auparavant. En tout cas, je ne voulais pas mentionner la définition de projet transmédia parce que personne n'est d'accord sur cette définition. Donc, transmédia, effectivement, il s'agit de recourir à l'adhésion de l'audience et pour ceci, différents moyens sont employés. D'une part, des personnages de fiction. Par ailleurs, l'adhésion de l'audience et c'est ainsi le cas qui a été présenté dans l'exemple de manipulation. Enfin, dans le dernier cas qui a été présenté, nous avions vraiment les créateurs et les gestionnaires de communauté qui étaient presque présents 24 heures sur 24, non seulement sur le web docu pour parler d'éléments qu'on avait vus ou pas vus, si je ne me trompe pas, mais également leur rôle consistait à enrichir le contenu. Oui, c'était comme une poursuite de l'histoire. Pour ceux qui l'ont pas vu, manipulation, c'est encore en ligne? C'est encore en ligne. C'est encore en ligne, manipulation. En revanche, pardon, tu n'as plus de communauté qui gère ou en feedback? D'accord. C'était quand même extrêmement intéressant et je pense que ce que dit Boris est très intéressant pour l'audience, de savoir que France Télévisions teste, et en tout cas ce que tu m'avais dit lors d'une interview, c'est que vous testez, vous essayez, ce qui marche, vous le retenez et vous allez l'appliquer à d'autres programmes. Et moi, j'avais trouvé que ce feedback permanent avec les créateurs et les community managers, mais vraiment les créateurs du webdoc était quelque chose de très nouveau et de très adapté à l'audience. Donc voilà, je vous engage à regarder ce qui s'était fait. Je vais donner la parole à Raymond qui n'a pas encore parlé, puisqu'ensuite, après s'être demandé qu'est-ce que c'était qu'un projet transmédia réussi, l'idée c'était de vous donner un peu les éclairages sur comment on écrit, comment on produit et comment on buzz. Et je voudrais qu'on garde quand même pas mal de temps sur le côté buzzing qui est toujours un petit peu difficile sur ce genre de projet et de nouveaux projets. Je vais demander à Raymond donc quels sont les challenges pour écrire un projet transmédia, quelles sont les questions que les producteurs doivent se poser aujourd'hui, quels nouveaux métiers sont impliqués dans cette écriture et quelles professions sont à mettre autour de la table pour un producteur. I know. Well, je ne crois pas qu'il y ait de règles fixes et écrites pour la production et la préparation d'un projet cross-média. Je vais simplement vous faire part de ma propre expérience. Qu'avons-nous appris de notre projet passé? Eh bien, un élément tout à fait décisif et que l'on retrouve également dans ce que l'on fait un long métrage, c'est bien de définir son audience, de la localiser. Et c'est encore plus important pour ces projets car ce que l'on a vu dans ce projet et à travers d'autres, c'est que on prépare, on développe son projet et donc on a un processus de production qui est véritablement parallèle. C'est-à-dire que si l'on travaille pour un long métrage comme nous l'avons fait, par exemple, on a différentes étapes. D'abord le script, ensuite les financements, ensuite le casting. Et toutes ces étapes se déroulent les unes après les autres. Dans le cadre d'un projet cross-média, toutes ces étapes se déroulent en parallèle, s'entrelacent. Et l'on construit un public en même moment où l'on est en train de rédiger l'histoire. C'est donc un aspect véritablement différent. Et c'est pourquoi nous avons tiré l'enseignement qu'il est important de savoir où se trouve le public, où se trouve l'audience, et qu'il faut tout au long du processus construire et renforcer cette audience. On voit très souvent qu'il s'agit de groupes de publics très petits qu'il nous faut renforcer et constituer. On crée ainsi une sorte d'effet, disons, de création. Yann, lorsque nous avons discuté pour préparer cette conférence, vous nous avez parlé d'un système dont vous disposez dans votre
d'entreprise et d'un système de messagerie que vous utilisez, impliquant les écrivains, les concepteurs de jeux et autres. Donc, comment parvenez-vous à écrire? Comment procédez-vous pour l'écriture de votre projet? Je suis d'accord avec Raymond lorsqu'il dit que l'une des grandes différences, c'est bien le fait que l'écriture se poursuit alors que le programme est encore en phase de diffusion. Autrement dit, le programme est diffusé d'une manière comme une sorte de flux. Il ne s'agit pas donc, par exemple, d'effectuer une phase de tournage très concise, très concentrée, qui dure peut-être 2 semaines, et ensuite une sortie qui aura lieu dans un environnement dans lequel le public connaît l'histoire et participe avec vous, et ensuite vous donnera des retours. On peut, d'une certaine manière, commencer une première phase d'écriture qui concerne la totalité du projet, mais par la suite, on se rend compte que l'expérience, la réaction, la manière dont l'audience vit ce projet influence l'écriture et vous amène à le réécrire, ce projet, d'une certaine manière. Le principal, nous avons mené 10 petits projets et le principal de nos projets était centré sur une histoire qui se développait sur différents médias. Nous avons eu des événements live dans la rue, des événements de théâtre, et nous avons rassemblé ainsi nous avons travaillé ensemble de concert avec 2 écrivains pour Internet, un concepteur de jeux et 2 écrivains de théâtre. Et donc, ce dont vous parlez, c'est bien le mode d'organisation que j'ai adopté pour mon entreprise. Je viens du monde de la télévision et aujourd'hui, mon effort principal consiste à tenter de développer une propriété intellectuelle qui peut, jusqu'à un certain point, être soumise à des droits et des licences. Donc, nous avons mis au point un groupe de recherche. Le terme est un peu grandiose. Nous sommes un petit groupe cependant pour nous poser les questions suivantes. Comment trouver les experts, les créatifs dont nous avons besoin pour certains projets particuliers afin qu'ils trouvent les éléments centraux de l'histoire? Il y a selon moi toujours une sorte de structure comme une pièce de théâtre. On travaille sur un projet. On a toujours... Par exemple, avec le projet Zombies, on a eu une diffusion lors d'un grand festival de musique. Le film a ainsi été à l'écran, on en a parlé à la télévision. Et ce qui s'est passé sur ce festival, c'est que les personnes qui étaient là nous ont recherché sur Google et ont pu voir l'ensemble, toutes les 3 différentes parties de notre projet qui se développaient semaine après semaine. Donc cela constituait 3 histoires différentes, 3 forces, 3 angles qui éclairaient ce film. Ces 3 angles ont été rassemblés en utilisant différents médias et des événements réels en direct. Nous voyons donc que c'est un processus ludique qui nous permet toujours de rester dans une narration impliquant un protagoniste, antagoniste, intrigue, etc. Mais il s'agit de déployer cette narration sur différentes plateformes. Simon, souhaiterais-tu réagir ? Je rebondis sur ce que l'on a dit au sujet de l'audience et de l'adhésion de l'audience. Il est certain qu'il est nécessaire de créer et constituer un groupe, ensuite le renforcer, l'élargir. Cependant, nous avons bien vu que si on arrive à entrer dans une sorte de tendance, si on peut trouver la communauté là où elle est, si on peut vraiment pêcher dans le lac où se trouvent les poissons, alors il faut procéder avec une grande prudence, car certaines personnes arriveront et diront tout simplement « c'est mon projet, rejoignez-moi sur Facebook » et on se retrouve avec quelque chose d'imprévu. Il faut s'intégrer dans cette communauté de manière naturelle.
Avant que tu passes à un autre élément pour réagir à cette question, je pense que les grandes communautés sont importantes, mais les petits nombres ont une grande valeur. Autrement dit, un petit groupe qui a une forte adhésion à votre histoire et qui s'implique totalement dans votre projet aura une valeur très importante et vous donnera tous les moyens pour lancer votre projet. Cette question des chiffres est très importante. On a peut-être cette marge entre 5 et 20% qui est bien le niveau avec lequel je souhaite commencer. Bien sûr, tout dépend du contexte dans lequel vous travaillez, mais le dernier projet sur lequel j'ai travaillé m'a montré que si je n'atteins qu'une petite dizaine de personnes, je n'ai pas tellement de perspective d'adhésion, alors que si le nombre est fort, la situation est toute différente. Pour revenir à ce que vous avez dit au sujet de l'adhésion et de l'implication des personnes du milieu du jeu vidéo, il est important de créer une équipe de qualité. Un projet transmédia a besoin non seulement d'être diversifié, mais surtout de connaître un petit peu de chaque domaine, les jeux, les médias, le marketing, etc. Cependant, il faut s'entourer de personnes qui sont plus douées que vous dans leurs matières respectives, et c'est très important. Votre rôle consistera ainsi à effectuer une sorte de traduction pour faire en sorte que les personnes se comprennent. Concernant la question du public, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est facile de faire travailler ensemble quelqu'un qui écrit pour la télé et quelqu'un qui travaille dans les jeux vidéo? Ce ne sont pas des personnes qui travaillent souvent ensemble. Oui, effectivement. Mais revenons aux années 90 avec le lancement du CD-ROM. Nous avions à cette époque une première génération d'artistes numériques qui connaissaient Photoshop 1.0, d'autres programmes, et par ailleurs des programmeurs qui souhaitaient obtenir des résultats différents, qui souhaitaient combiner de nouveaux éléments, qui voulaient apporter de nouveaux cadres et de nouveaux bits. Qu'avons-nous fait? Il fallait tirer parti du meilleur de toutes ces personnes qui collaboraient au projet, de sorte que nous puissions créer une pensée interactive fantastique. La narration transmédia implique toute une palette de compétences et il est bien plus facile de créer un programme télé réussi si vous avez les meilleurs caméramans et les meilleurs storyboarder, mais lorsque l'on parle du jeu, par exemple, on sait que les questions impliquées sont bien plus complexes. Donc, la clé, c'est bien la collaboration. Tu as raison, tout à fait, mais il faut bien faire attention à cette question des droits qui doivent correspondre aux médias en question. Pourquoi? Tout simplement parce que vous ne pouvez pas sans cela diffuser quelque chose pour lequel vous n'avez pas les droits. C'est une difficulté majeure pour les projets cross-média. Un projet sur lequel nous travaillons actuellement est un long métrage et c'est bien ce long qui nous apporte les financements. Nous développons une histoire, la partie transmédia de l'histoire pour renforcer l'audience de ce film qui sera par la suite diffusé. Donc nous avons des sites internet, etc. et nous avons impliqué une entreprise de technologie que nous payons en tant que telle. Autrement dit, il ne s'agit pas simplement de dire créer votre propre procédure au fil du projet. Non, nous réutilisons également des méthodologies existantes qui ont été appliquées à des contenus linéaires, que ce soit télévisés ou autres. Le travail consiste à identifier les différents domaines qui peuvent atteindre l'audience et à faire participer les acteurs clés. Il s'agit comme d'un ensemble de... pour notre projet, nous avons un procédé spécial, un pacte de Terracode montré dans le film. Et nous avons une équipe qui a créé les codes, la mécanique du jeu, pour ainsi dire. Et nous avons proposé au public de créer ses propres règles. Pour cela, il nous a fallu télécharger ces codes. Par ailleurs, nous avons un processus d'écriture participatif sur un site internet avec une histoire qui n'existe pas et qui se déroule par email et sur les réseaux sociaux. Donc,
Au final, nous avons 3 écrivains. Chacun d'entre eux travaille sur un aspect particulier et dispose de la connaissance nécessaire pour ce média. Donc nous tentons de les suivre et de cartographier leur intervention. Enfin, un dernier mot concernant ce public essentiel. Doit-il être nombreux ou non sur le projet Lowlife? On avait toutes ces personnes qui recherchaient du divertissement, qui achètent ce qui fait partie des 10 premières ventes. Accéder à ces premières ventes, c'est bien la clé, et pour cela, il faut disposer d'un public nombreux. Nous avons des chiffres, par exemple, pour le projet Lowlife. Pour ce projet, nous avons apporté un certain nombre d'éléments gratuitement, mais par exemple, le livre était disponible à la vente. Et on voit que cela fait un point de concentration où le nombre de personnes, appelons-les des personnes qui plaident en faveur du projet, se concentre, ce qui fait exploser les chiffres. Et c'est un processus que l'on observe partout. Ainsi, si vous faites une présentation avec un PowerPoint, vous verrez les personnes sur Slideshow, vous verrez les personnes qui regardent cette présentation, qui la regardent sur le site SlideShare, et tout d'un coup, une personne va partager ma présentation sur Facebook. Et à ce moment-là, on aura un pic d'audience et on atteindra un public bien plus nombreux. Revenons au processus d'écriture et d'élaboration, car pour nous, un producteur, c'est tout à fait décisif. Jusqu'à présent, en tout cas, mon expérience a été la suivante. Les écrivains que nous connaissons, qui travaillent sur des longs métrages ou qui travaillent pour la télévision, viennent parfois d'universités, on fait de cinéma, etc. Et pour eux, il est très difficile d'adopter cette perspective de pensée transmédia. C'est pourquoi il ne faut pas tomber dans une collaboration contre-productive. Dès le départ du projet, il faut avoir une pensée étape par étape. Ce que j'ai vu, c'est que nous avons par exemple travaillé avec des personnes issues de la publicité, de la radio, des personnes qui ont fait des études de beaux-arts, qui ont donc une certaine ouverture d'esprit et sont prêtes à partir dans des projets d'un type nouveau. Nous avons travaillé également avec des écrivains, disons, issus de milieux plus traditionnels. Et donc, ce que nous leur avons dit, c'est occupez-vous uniquement de l'écriture de cette histoire et d'écrire une bonne histoire. Et nous allons nous occuper de l'intégrer dans un contexte transmédia. Mais il est très difficile de lancer ce processus d'écriture avec tous ces différents acteurs. C'est pourquoi je pense que le point que tu as souligné est crucial, à savoir avoir une bonne équipe. Pour nos 2 derniers projets, nous avions un producteur transmédia et une personne qu'on pourrait appeler community manager ou quelqu'un qui se concentre véritablement sur ce dialogue et cette adhésion et cette interaction avec le public. Personne qui a donné petit à petit les lignes directrices pour ce dialogue. Dans ce qu'on raconte là, ça définit aussi le rôle du producteur comme étant celui qui est capable d'associer toutes ses compétences, de les faire travailler ensemble et d'avoir finalement souvent, si chacun travaille sur son domaine, la vision d'ensemble et de la porter. And before we move on to the production process, I wanted Robert to tell us quickly about Conductor. Robert nous parle rapidement de son projet. Robert, tu nous as parlé des transmédias et de la production pendant pas mal d'années. Et si l'on se rend compte que la situation était si complexe, il y avait des éléments partout sur des profils Facebook, par email, sur des sites, etc. Donc Robert, qu'a-t-il fait? Il a développé un logiciel destiné aux producteurs, à toutes les personnes qui travaillent sur les contenus et qui gèrent les contenus. Et ce programme permet de gérer, publier et organiser ces contenus transmédia. Donc peut-être que tu peux nous dire quelques mots à ce sujet, rapidement.
Eh bien, il s'agit il ne s'agit pas d'un système de gestion de contenu, car la gestion de contenu, c'est bien un système préparatoire pour les médias sociaux, Flickr ou YouTube. Non, que voulons-nous faire? Créer des expériences personnelles et connectées entre de nouveaux publics. Nous avons certains exemples qui nous étaient présentés auparavant. Et il y a, par exemple, un jeu social, une série web, etc. Ce que nous tentons de faire avec ce projet Conductor, c'est bien de identifier les différentes composantes. Nous travaillons en Suède où il existe un système d'enregistrement avec un code qui permet de débloquer de nouvelles histoires et qui nous informe que la personne aurait acheté le produit. Ceci nous apporte une grande valeur et des données sur l'audience. Il s'agit donc de parler, d'agir sur les médias sociaux. Et finalement, que faut-il pour ces projets? Des ventes, bien sûr, mais également des personnes qui font ce travail de publicité. Nous proposons une plateforme qui insiste sur l'adhésion de l'audience, qui est un facteur déterminant pour l'écriture de projets et pour les médias sociaux. Ce programme peut être utilisé de différentes manières, mais les données, des données et les métriques qui en dérivent sont tout à fait appréciables et très utiles. Simon, j'ai appris que pendant de nombreuses années, vous avez travaillé dans le domaine des formats, développement de formats. On parle toujours de la question de l'écriture, des projets transmédia. Faut-il une écriture commune? Est-il plus difficile? Est-ce que c'est plus difficile de réaliser une écriture transmédia ou une écriture pour la télévision? Quelle est votre opinion à ce sujet? Premièrement, je dois dire que je suis un peu un puriste du cross-média, donc j'aurais du mal à qualifier tous les projets dont nous parlons de purement transmédia. Le transmédia repose sur des méthodes et des principes. Les principes, certes, nous les avons, mais sur les plateformes et dans la mise en œuvre, je n'entrerai pas plus en détail dans cette discussion, mais nous ne sommes pas toujours véritablement transmédia. C'est plus difficile, certes, si vous faites un show, un quiz régulier, vous avez cette question du concours qui revient régulièrement et donc vous pouvez faire confiance. Mais si vous tentez de faire un programme transmédia, il vous faut cet arrière-plan de l'histoire et de l'univers. Et il faut donc... Si vous développez un jeu ou un quiz, employez en arrière-plan cette histoire également. Cela peut être bien sûr une expérience fantastique, mais c'est difficile à vendre, bien plus difficile qu'un show classique. Donc oui, cela rend la tâche plus difficile, mais par ailleurs, nous travaillons sur des projets qui nous aident quand on regarde cette question des financements initiaux. Donc, il est vrai qu'on peut inscrire tout ça dans le cadre du projet, d'une part, et d'autre part, puisqu'on crée beaucoup plus d'éléments, on peut les répartir beaucoup plus largement. Nous avons réalisé donc Mel Sessions, qui est une émission de musique, où effectivement il y avait un récit, une nouvelle, il y a une usine donc à vapeur sur la côte ouest de la Finlande où les gens se déplacent pour justement rendre visite à cette usine. C'est une super émission. Je vous l'encourage à la regarder sur Internet. IPT, nous avons également une version HD qui était beaucoup plus longue que la version en définition standard. Et puis on a trouvé des parrains. Donc cela a permis justement de justement attirer plus des acheteurs. C'est difficile, mais ça donne beaucoup plus de possibilités. Vous anticipez donc cette production donc en amont. Tout à fait. Merci beaucoup. Bien. Sorry. Pour entamer la production, je voulais rebondir sur ce dont tu parlais tout à l'heure, Boris, en se demandant, donc continuer ce débat, comment on produit pour le transmédia, comment on optimise. Tu parlais tout à l'heure de l'importance d'avoir un producteur et quelqu'un qui puisse faire collaborer tous ces métiers ensemble.
quelles sont les principales difficultés aujourd'hui dans une production de ce genre? Quels sont les nouveaux métiers dont vous avez besoin, par exemple chez France Télévisions? On parle de production, est-ce qu'on parle beaucoup de community manager et d'autres métiers? Comment est-ce que vous gérez cette production? Alors, nous, on ne gère pas spécifiquement la production, mais il y a effectivement un grand nombre de métiers qui sont impliqués. Dans les médias numériques, forcément, l'un des paramètres, c'est le contact avec l'audience. Et ce qu'on appelle le community management, oui, il y en a sur chacun des projets, mais pour le coup, moi, c'est un terme que j'aime pas tellement parce que on le dissocie du cœur du projet quand on dit ça. Or, en fait, souvent, dans ces projets-là, ou en tout cas dans ceux qu'on aimerait développer, la relation avec l'audience doit être au cœur du projet. Elle est éditoriale au sens le plus strict du terme. On fait intervenir beaucoup de game designers aussi sur nos projets parce que il y a des mécaniques intrinsèques à certains médias, notamment sur le web, mais il y a aussi des mécaniques de rebond entre les médias qui peuvent être pensés comme des jeux et qui doivent être souvent pensés comme des jeux. Donc aujourd'hui, je dirais qu'à chaque projet, il y a un certain nombre de compétences qui sont associées, des compétences qui sont variables, qui vont du scénariste au scénariste interactif en passant par le designer, graphiste. Et l'important, c'est au fond d'identifier dès le début le nombre de compétences à associer pour réussir le projet. Ce qui rend les choses compliquées là dans la discussion, c'est qu'au fond, il y a une telle variété de projets transmédia, autant que de projets télévisés, que du coup, c'est autant de métiers à impliquer. Par exemple, sur un de nos projets, aujourd'hui, on a associé une dizaine de personnes qui vont du philosophe à l'expert en marketing digital. D'accord. Ils s'entendent bien? Oui, ils s'entendent très bien. Et ça, c'est tout le boulot. On en a parlé tout à l'heure et je voudrais juste y revenir parce que Yann et Robert et Raymond aussi parlaient de l'importance de finalement créer ton audience pendant que tu produisais. Je voudrais qu'ils reviennent un peu sur ce sujet-là et je me demandais si c'était pas plutôt un objectif pour les producteurs indépendants. Est-ce que vous, sur Manipulation, vous avez créé l'audience pendant la production? Pas vraiment ou... Manipulation, c'est un peu un cas à part. Par contre, typiquement, si on prend la campagne à vélo, c'est exactement ça. C'est-à-dire le projet est parti, c'était un projet en temps réel et qui donc a agrégé son audience au fur et à mesure. Et effectivement, je crois que un des paramètres importants des médias numériques, c'est au fond le temps réel. C'est qu'on est dans cette relation instantanée avec un public dont on peut recueillir les impressions, dont on peut intégrer et avec lesquels on peut jouer aussi, et avec lesquels on peut travailler du coup. Et forcément, il est important à ce moment-là de savoir à qui on s'adresse, pourquoi, comment et qu'est-ce qu'on en attend. Et cette communauté-là, si elle est engagée, si elle est investie, c'est le meilleur fer de lance du projet. Alors, pour moi, il y a deux aspects à ça et je voudrais qu'Yann nous en parle. Il y a l'aspect 1, effectivement, tu produis au fur et à mesure, tu construis ton audience, tu as le feedback de ton audience et tu peux t'adapter. Mais il y a aussi un point budgétaire. Et Yann me disait, moi, sur certains de mes projets, j'ai 3 budgets. Alors, c'est le cas de beaucoup de producteurs, mais encore plus dans le transmédia. Tu avais 3 budgets, low, medium and high, et tu avais aussi même plusieurs progressions dans ta production. Et cette histoire de zombies entre là-dedans. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Before I do, I'd like to just make a comment. Est-ce que je peux faire quelques commentaires sur toute cette idée de transmédia et de la production générale, mais même avant, cette idée d'audience, de public, même avec la télé, ça n'a jamais été le cas, autant que je comprenne. Dans un film, par exemple, on ne réalise pas une émission. Forcément, il y a un public qui attend l'émission. Ça ne se passe pas comme ça, surtout pour une nouvelle série. Donc, il faut créer l'audience. Tout serait formidable si le public nous attend, mais le monde ne fonctionne pas de cette manière, n'est-ce pas?
Donc, c'était un enjeu pour nous, pour la télé. Et les taux d'audience, c'est ça. C'est les chiffres magiques. Quel est notre chiffre? Quel est notre taux d'audience, etc. Pour aboutir, la télé en Angleterre, le vendredi, le samedi soir, on envoyait un courrier à l'éditeur. Il y a quelqu'un sur l'écran qui lisait quelques lignes d'un courrier. Donc, courrier à l'éditeur. Donc, pendant 20 minutes, il y a 5 millions de téléspectateurs, mais c'est fini tout ça, Puisque c'est fini, et les diffuseurs ne voulaient pas forcément savoir ce que l'audience, ce que pensait l'audience. Les diffuseurs ne voulaient pas s'en mêler ni ne voulaient même pas s'y intéresser. Donc tout ça c'est fini, c'est du passé, d'accord? Donc le plus important et le plus en tant que producteur indépendant et le plus intéressant, c'est de trouver des diffuseurs qui ont su comprendre les enjeux de créer du contenu et comment répartir ce contenu. Et puis deuxièmement, ils arrivent à travailler avec les politiques et qui voient pas l'intérêt de diffusion donc nationale. L'intérêt d'un système de diffusion nationale, c'est il y a un intérêt de système de transmédia. On doit créer du contenu aujourd'hui à haute valeur ajoutée. Donc, que ce soit aux Pays-Bas ou ailleurs, on a un gouvernement de droite qui est en train de limiter le rôle et le travail des producteurs. Des producteurs se trouvent sous contrainte dans un tel contexte. Donc, là où il y a 360, là où les jeunes vivent et gagnent en maturité, les politiques, donc, excusez-moi, mettent un bâton dans les roues. Donc actuellement, on vit dans un monde à l'envers. C'est incroyable. Par rapport à la production, je crois que les transmédias sont un domaine de diffusion, de production par excellence. Il faut chercher un récit, trouver le financement, réunir les compétences et puis réaliser le truc. Or, aujourd'hui, comme on l'a dit, bien sûr, il faut rassembler les compétences. Donc, un réalisateur de vidéo dans mon équipe, c'est pas possible. Même si je veux sa vision pour traduire le script, le scénario à la télévision web, mais cette personne n'a pas grand-chose à me dire sur un jeu. Donc, au centre de cette problématique, les transmédias, c'est un métier de producteur. Est-ce que ça répond à la question? Je serai rapide. Je te questionnais sur le budget bas niveau, moyen niveau, haut niveau, dans les échelonnements, dans les échéances, tout en produisant, en cherchant le financement. Aujourd'hui, lorsqu'on crée le document de base qu'on va présenter pour décrocher le financement, on a une petite équipe qui se crée dont je suis le chef de file. Donc, je cherche ce financement. Ce que j'ai toujours cherché à faire, c'est de trouver le moment le plus propice et vraiment donc valoriser votre équipe de créateurs. Il faut chercher un équilibre entre la conception, chercher le budget le plus important possible. Donc ça peut être un roman graphique qui aurait coûté cher pour le réaliser, pour mener à bien toute la diffusion, toute la distribution dans les universités hollandaises. On cherchait un moment de gorille où les zombies et les protagonistes dans l'histoire qui étaient en train d'envahir et d'investir donc un festival de musique donc pour parler des activités, des concerts chaque jour. Donc ça attirait beaucoup d'attention et c'était beaucoup moins cher et moins coûteux que cela aurait été pour réaliser. Donc moi je crois que les mouvements de gorille ça marche. Si vous faites pas partie d'un système de diffusion, il faut chercher une rupture, un point d'entrée.
justement dans des médias plus standards, plus classiques. J'ajoute que sous les flux de travail, ça n'a jamais, il n'y a pas un public qui vous attend, qui attend votre contenu. C'est toujours le problème. Quelqu'un d'autre réalise le film et puis on le donne à un diffuseur qui va chercher le public. Aujourd'hui, le marketing, il faut le prévoir dès le début, d'emblée. Il faut penser à son public. Là où on va faire, il faut une stratégie de médias. Il faut assurer le dimensionnement conceptuel dans les longs métrages. Notre scénario est presque terminé. On s'assoit autour de la table avec l'agence de com, et donc pour affiner les figures et les personnages, justement sur le plan graphique, que ce soit sous forme de graffiti d'ailleurs. Des symboles, ça suffit pas. Il faut un récit, il faut un discours sur le plan du marketing, quitte à modifier le récit pour justement le rendre encore plus séduisant. C'est un exemple parmi d'autres sur la manière de vendre justement un tel projet. J'ajoute que pour un producteur, lorsque on vient d'un milieu télévisuel ou de long métrage et on va on aborde les transmédias de cette manière, la participation du public est la clé du succès d'un tel projet transmédia. Donc il y a toujours des imprévus qui sont propres à ce type de projet par la force des choses. Ça veut dire que lorsqu'on travaille sur un budget, lorsqu'on définit le financement nécessaire, par rapport à d'autres productions classiques, il faut s'y préparer, il faut s'y attendre, bien sûr. Donc il faut budgéter pour cela, provisionner. On travaille avec des bourses, avec des subsides. Les diffuseurs comprennent pas toujours. On a besoin d'argent, certes, mais on sait également, et moi-même, j'ai passé beaucoup de temps à expliquer aux bailleurs de fonds que donc ce financement et les budgets ne sont pas les mêmes. Ce sont pas les mêmes modalités. Ce sont pas les mêmes façons de procéder sur le plan financier budgétaire. Donc si tout va bien, donc les transmédias, il y a des imprévus. Il faut s'attendre à ces imprévus en tant que producteur pour pouvoir improviser, adapter le projet au pied levé dans tel ou tel projet de production. Donc il faut rester vigilant, être prêt à s'adapter, ajuster le tir. Tout à fait, le contenu qui est en amont, avant même de boucler le projet, quitte à le modifier, rectifier le tir, pour vraiment faire en sorte que le produit aboutisse. Sinon, on va créer un monomédia dont personne ne veut. Absolument, absolument. C'est un avantage. C'est ça l'intérêt. Sur le budget, sur la gestion du budget, sur la gestion financière, justement, en tant que producteur dans les produits transmédia, ça fonctionne pas n'importe comment dans le milieu du film. Et quand on parle des marques dans la production télévisuelle, c'est un vrai défi, challenge pour les marques aujourd'hui, pour savoir que le processus, que la production n'est pas taillée dans la pierre, loin de là. Loin de là. Donc la participation du public est un élément et un variable parmi d'autres qu'il convient de surmonter. Raymond parlait de projets transmédia qui est imprévisible. Les marques n'aiment pas le côté imprévisible, n'est-ce pas? Terminer encore 10 minutes pour parler du buzz et de la promotion, et ensuite il dit non, Bruno. Mais non, j'ai plus de 10 minutes. Comment ça? Tu m'as dit 11h15. À 11h, on fait les questions-réponses. Donc. Je pense qu'il y a pas mal de questions de la salle. Je vais en profiter pour commencer à prendre la parole de manière très impolie, excusez-moi. Gentlemen, I wanted to ask you, what is your vision of the future of transmedia?
What do you think it will become? Still be Comment vous voyez le transmédia? Ça va permettre d'accroître l'expérience? Est-ce que ça va devenir un marché de mass market, de masse? Rapidement, pour moi, nous sommes tout au début. Comme il y a 100 ans, c'était le début du cinéma. Eh bien, pendant les 25 ans du cinéma, on a beaucoup expérimenté, on a affiné et défini le langage du cinéma. Beaucoup de personnes peuvent me dire comment va se décliner justement le marché numérique ou numérisé. Toute minute donc sur la toile est une minute Facebook aujourd'hui. L'autre levier, donc on a 3 moteurs. Donc les réseaux, les chaînes qui se stabilisent, les outils actuellement qui sont plus mûrs, beaucoup plus mûrs, et une nouvelle génération de réalisateurs, de cinéastes également, et les audiences qui mûrissent. Donc aujourd'hui, c'est cette idée, effectivement, d'avoir plus d'outils, plus élaborés, une matrice d'expérience qui est le revers de la même médaille pour moi. Eh bien, on avance. Bel et bien, on cherche donc un ensemble de médias, de récits où différents outils se joignent pour créer la même expérience. Et moi, je ne crois pas que personne n'y est arrivé, n'y est parvenu. Moi, j'enseigne les nouveaux médias. J'aimerais beaucoup que ça se passe. Ça ne viendra pas d'Hollywood, même si Tim Crane actuellement cherche à aller dans ce sens. Je pense que Hollywood ne sera pas donc l'origine ou le levier. Je pense que ça viendra donc de la base pour vraiment créer quelque chose de grand. Ça peut être des projets de jeux, mais les consoles de jeux ce sont toujours aujourd'hui trop complexes parce qu'il y a des limites financières. Les dirigeants doivent rendre des comptes tous les trimestres. Et donc, c'est pas forcément une bonne piste non plus. Notre vision, c'est des mondes, des récits permanents. Comme dans la réalité, sur un écran, sur une tablette, et le récit se déroule. On peut interagir avec lui et on revient, et puis l'histoire se développe, évolue, et fort d'un scénario qui bouge et qui évolue. Donc, le monde avant Photoshop, rappelez-vous, le graphisme numérique, il fallait un code et on va chercher d'autres codes. Aujourd'hui, avec Photoshop, les créatifs disposent des outils pour s'exprimer. C'est ce que nous cherchons à créer. C'est une version transmédia de Photoshop où on crée des projets de ce type de plus en plus. Transmédia, pour moi, est un mot vraiment à la mode, est vraiment à la page. Tout d'un coup, on devient producteur de transmédia. C'est vraiment en tendance. Mais les pratiques et méthodes de transmédia deviendront un automatisme naturel, un réflexe. Eh bien, je dis pas que ça prendra uniquement la forme de caractère. D'ici 5 ans, je vois que ça deviendra automatisme. C'est pas un petit secteur, ça va être donc une partie intégrante d'un budget de projet de ce type. Just can we have the point of view of On va voir le point de vue donc des médias. Il y a un représentant d'un grand média. Parce que je partage un peu leur point de vue. Je crois que, en fait, ce dont on parle, c'est quand même un univers, l'univers numérique, qui est en train de changer les pratiques des gens et qui les change, je pense, qui les a changés notamment dans leur manière de s'informer, avant toute chose. Il a changé leur manière de consommer de la musique, qui aujourd'hui va toucher la télévision notamment et la production de vidéos. Et au fond, si on replace les choses plus banalement, ce qu'on essaye de faire, c'est raconter des histoires dans les codes qu'ils utilisent chaque jour et de la manière dont ils vivent. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on parle de production transmédia, d'architecture, on réfléchit beaucoup, mais au fond, on est dans la recherche d'une grammaire qui va se trouver. Quand elle se sera trouvée, ce ne sera plus quelque chose de très compliqué.
Pour parler, juste moi, dernière question avant de donner la parole à la salle. Le buzz, Robert l'a dit tout à l'heure, il y a un moment où les producteurs concevaient, produisaient, puis ils donnaient une bêta à une chaîne, et puis voilà, c'était terminé. On a beaucoup parlé de rechercher l'audience, de faire buzzer. Ça me paraît évident, mais je voudrais que vous me donniez votre avis chacun, qu'aujourd'hui, aussi bien les auteurs que les producteurs doivent participer à cette construction de l'audience. Quand Boris Razon travaille avec David Dufresne sur Manipulation, David Dufresne est un auteur-réalisateur extrêmement présent sur les réseaux sociaux, qui tweet, qui écrit des articles, etc. J'imagine que cette visibilité de tous les auteurs et des producteurs, c'est une compétence à acquérir obligatoirement pour un producteur. I'm still rabbiting on. I'm not rabbiting. Yeah. Eh bien, buzz, c'est de bouche à oreille. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à faire? C'est de créer du contenu qui permet cette bouche à l'oreille. L'un des intérêts de l'Internet, c'est de tuer la médiocrité. Si vous êtes mauvais ou exceptionnel, on parlera de vous. Et tout ce qui est au milieu, c'est de la médiocrité. Ça marche plus. Ça marche plus. Donc, puisque en tant que faiseur de programme, créateur de programme, c'est du contenu. On doit chercher du contenu. C'est pour cela qu'on raconte une histoire, un récit sur les réseaux sociaux. Il faut que vos personnages racontent l'histoire à votre place, sur de vos livres. Laissez les personnages dans les livres se connectent au public, aux audiences. Donc, c'est ça. Il faut créer donc un projet de qualité qui permet ce buzz et cette bouche à l'oreille pour qu'on trouve donc des adeptes et des partisans qui sont de votre côté. Eh bien, j'ajoute que la question clé, c'est qu'est-ce qu'il y a dans mon contenu qui fait que les gens en parlent et fait que les gens l'aiment. C'est pas la médiocrité, c'est le côté exceptionnel d'un récit, d'une histoire qui touche un public, n'est-ce pas, qui fait la différence. Donc, il faut définir son public, son auditoire, savoir comment il fonctionne, ce qu'il pense, comment il peut se développer. Ce sont des questions clés qu'il faut se poser. Lorsqu'on parle justement de base, eh bien, je vais dire un mot du financement pour justement créer ce buzz. C'est l'un des avantages de Kickstarter, de Gogo ou un programme ou un projet d'investissement ou de dépenses de ce type. C'est-à-dire, on doit lever des fonds. Lever des fonds, ça va permettre d'assurer une trésorerie suffisante pour tourner, pour fonctionner. On peut faire un kickstart, donc lancer le process, lancer la balle, faire passer la parole, la bonne parole, donc fort de vos personnages. Donc pour vraiment démarrer la chose. On prendra des questions peut-être tout à l'heure sur ces points fort intéressants. Ce que je constate, c'est que les producteurs, des co-créateurs espèrent que ce buzz va se faire. Ils abandonnent un projet parfois, mais après ils envoient des communiqués de presse aux médias, mais sans comprendre que ça ne se passe pas d'office tout seul, ça ne se passe pas donc sans un travail donc soutenu. Il faut chercher d'abord un public de petite taille et puis par là créer la participation, développer plus de participation, une communauté plus importante. Ce n'est qu'après que les médias plus importants vont s'y intéresser et puis s'intéresser à vous. Vous avez parlé d'auteurs, de producteurs. Tous les films que j'ai réalisés, qui sont
peu important en nombre, mais on a toujours fait des adaptations. Et de livres, je ne connaissais pas le monde du livre. J'ai pris la parole à la foire du livre à Londres récemment. Et dans ce monde Wi-Fi dans lequel nous fonctionnons, je voulais vraiment éditer ou faire éditer les livres, mais c'est un domaine que je connaissais pas. Donc, j'étais très curieux, j'ai pris la parole à la foire du livre à Londres, et c'est énorme. Une manifestation, le salon du livre à Londres est vraiment énorme. Il y a 160, pardon, 1000, il y a plus de 1000 deals et d'opérations qui sont conclues toutes les minutes, un tiers donc du total de la superficie du salon. Il y avait la technologie numérique, il y avait des auteurs de livres que j'ai rencontrés et qui m'ont confirmé qu'ils sont en train d'entrer dans le domaine d'interconnectivité avec leur public. Donc, s'il y a moyen pour faire passer le buzz, pour justement transmettre ce buzz, c'est par ces auteurs qui normalement sont des gens très retirés, mais qui peuvent être des introvertis, des retirés, mais en même temps, ils sont proches de leur lectorat. Et c'est une évolution intéressante, porteuse. Et je pense qu'il va y avoir de plus en plus des e-authors qui vont développer beaucoup plus de contenu. Et je pense que des projets très porteurs vont en sortir. Yes, hello. I'm Helmut Holken from Holken Consultants Partners. Thank you very much for your... Merci beaucoup pour vos différentes déclarations. Ce qui m'intéresse, c'est des changements culturels actuellement, des différences culturelles sur le marché. Des deux questions pour ces tables rondes. Première question, dans quelle mesure est-ce que vous intégrez ou est-ce que vous pensez que vous allez intégrer l'accessibilité ou l'accès dans vos créations de récits et d'histoires. J'espère que vous m'avez compris. Donc, ce qui m'intéresse de savoir l'accès ou l'accessibilité dans les récits, est-ce que à quel moment ou est-ce que c'est intéressant, est-ce que ça présente un intérêt non pas pour tel ou tel public ou population, mais pour tous les publics. Et puis deuxième question sur la publicité interactive. Raymond a parlé, donc il nous a dit qu'il travaille avec les publicistes. Simon nous a nous a dit qu'on ne peut pas toujours contrôler, maîtriser les réactions de tel ou tel client. Bien, donc qu'est-ce qui est différent? Quel est le plus important dans la publicité interactive? Quel est le plus important par rapport au long métrage, par exemple? Donc, dans le récit, est-ce que vous pouvez citer quelques exemples concrets? Comment vous fonctionnez? Qu'est-ce que vous voulez dire par l'accessibilité? L'accessibilité, pour moi, c'est aujourd'hui le sous-titrage. Le sous-titrage pour les muets, par les sourds, pour les aveugles, pour les malvoyants. Par exemple, ce qui m'intéresse, c'est que lorsque on prend telle ou telle population, des producteurs qui veulent vendre et puis à des publics importants, puis des marques. L'un des musées parisiens, le quai Branly, vient d'acheter une application de multimédia qui est spécialisée dans les produits pour les sourds, les malentendants. Mais c'est beaucoup plus intuitif et donc voilà le feedback que j'aimerais avoir de votre part. Comment vous intégrez cela dans la création et le développement même des récits? Je sais que lorsque j'ai posé cette question, donc lorsque j'en ai parlé récemment en tant que producteur indépendant, malheureusement, je n'avais pas les moyens financiers ou autres pour assurer le sous-titrage ou faire le doublage pour un public international. Je n'avais pas les moyens financiers, mais peut-être d'autres ont d'autres points de vue. Bien sûr, dans cette question du projet transmédia, il faut parler d'une expérience en direct. On parle bien sûr d'accessibilité, on parle des paiements, on parle
Par exemple, on peut envisager de créer le meilleur smartphone et ensuite on se retrouve avec des personnes qui ont accès à des téléphones qui ne coûtent rien. Donc il faut vraiment trouver le bon modèle pour créer la bonne histoire. Il faut trouver par exemple une audiodescription pour les personnes malvoyantes. On n'aura pas un contenu qui spécifiera qu'il est destiné uniquement aux personnes aveugles ou malvoyantes, car il est destiné à tous. Mais cependant, ça peut être un dispositif dans lequel on a un casque 360 qui permet donc de vivre réellement ce contenu avec une spatialisation du texte. Et dans ce cas-là, les personnes aveugles déjà habituées à ce genre de dispositif seront plus à même d'en profiter. Il existe un grand nombre d'exemples de projets de ce type qui se fondent sur les compétences particulières de certaines personnes. Bien sûr, le transmédia, ça peut être tout et rien. Cela peut comprendre tout élément possible dans un univers pour en faire une histoire. La radio est un média excellent. Et, premièrement, par exemple, on a des histoires qui tout simplement démarrent sur la radio. Ça a été le cas dans certains shows. Donc, nous avons vu que cela a été un média tout à fait puissant. Autrement dit, selon moi, l'idée d'inclure un format audio exclusivement risque d'être ou qui s'utilise dans un espace sans lumière peut être une idée tout à fait tactile et très intéressante, destinée aux personnes malvoyantes ou malentendantes. Excellente idée, mais que souhaitons-nous en faire ? C'est bien ça la question déterminante. Si l'on connaît l'histoire, si l'on sait ce que l'on veut en faire, alors on peut véritablement aboutir à un projet. Par exemple, un projet qui parle également aux personnes malvoyantes. Hier, on m'a montré un projet dans lequel des étudiants en art recevaient des objets qui avaient une signification forte pour eux et si elles reliaient créer un lien entre l'objet et le code barre, l'image de l'objet et le code barre, cela lançait le démarrage d'une histoire. Donc on avait une interface entre le monde de l'histoire et le monde des personnes. Ce genre de processus peut tout à fait être intéressant pour les personnes malvoyantes, car en travaillant avec les RFID, avec des audiodescriptions ou autres systèmes, on peut véritablement obtenir des résultats intéressants. Comment structurer une histoire, un jeu interactif. Si l'on parle, je répondrai à la deuxième question, celle qui porte sur la publicité. Nous n'avons pas produit de publicité interactive, donc je ne suis sans doute pas le bon interlocuteur pour cette question. Premièrement, je suis convaincue que les marques ont absolument besoin de narration transmédia et doivent absolument l'utiliser. Pourquoi ? Cela leur permet d'être plus étroitement connectés aux personnes et cela permet aux personnes d'être plus étroitement reliées à la marque. Il y a bien sûr les systèmes mail, mais on pourrait dire un certain chantage. Par exemple, sur un site internet, on a un fondateur qui raconte l'histoire de son histoire et il construit déjà un premier univers, ce qui rend sa marque bien plus intéressante. Enfin, j'ai entendu parler d'un site chinois qui s'appelle Thundercraft. Et en fait, sur ce site, on peut trouver une description par les créateurs de l'entreprise de leur action et de leur histoire. Et il y a un très grand nombre de produits artisanaux qui n'ont aucune description PDF ou d'autres. Donc oui, c'est un projet très intéressant. Je voulais mentionner un autre projet, j'ai oublié. Lorsque vous faites de la publicité interactive, il faut véritablement planifier le long terme. Il faut planifier ce qui se passera après la publicité. Qu'allons-nous faire de ce public que l'on a constitué, que l'on a rassemblé grâce à cette publicité? Car souvent, une des faiblesses des projets transmédia, c'est que une fois que l'audience est là, constituée, eh bien le projet est terminé. Alors il faut véritablement planifier à long terme. Un excellent exemple de ça est un projet Super Bowl, je crois, créé par Mitsubishi il y a des années.
qui a rassemblé un grand nombre de personnes. Il y avait une personne qui, je crois, lançait des barils de pétrole hors d'un camion ou d'une semi-remorque. Et enfin, pour montrer ce qui allait se passer par la suite. Donc tout le monde souhaite bien sûr savoir que va-t-il se passer ensuite. Cependant, le projet est dans l'oubli et rien ne s'est passé depuis 1 an. Désolé messieurs, je crois que nous avons de nombreuses questions. S'il vous plaît, formulez des questions courtes et précises, ainsi que des réponses de qualité et concises également. Cela nous aiderait. Merci. Je m'appelle Wally, je viens de l'agence Day1. Vous êtes tous des producteurs, des diffuseurs d'excellence pour les projets transmédia, mais est-ce que vous pourriez nous parler plus en détail de vos projets qui n'ont pas fonctionné? Robert pourrait commencer. Un projet par personne. Des réponses courtes. Nous avions trop de contenu et nous avions trop de temps et cela nous a pris trop de temps à le traiter. Donc c'est un projet qui nous a coûté 1 année entière de travail et c'était du temps perdu puisque c'était un tout petit projet. Nous avons changé, déménagé, changé de ville et tout d'un coup, hop, il fallait diffuser directement. Nous avions trop de contenu, on aurait pu en faire au moins 2 projets. Nous avions des épisodes, les chapitres d'un roman, un potentiel blockbuster. Donc c'est vraiment un projet dont nous aurions pu faire un long traitement post-projet pendant au moins 6 semaines. Notre dernier projet qui est au sujet d'un ingénieur qui construit des ailes et peut donc voler comme un oiseau. Il s'agissait donc de tout ce processus de réflexion, construction et réalisation de ses rêves. Notre erreur dans ce projet a été la suivante. Nous avons sous-estimé l'audience, le public, selon moi. On pensait que tout le monde était tout à fait à l'aise, mais en fait, le public était capable d'aller beaucoup plus loin dans le projet. Donc, ils ont, par exemple, il y avait une histoire où le public devait trouver la vérité qui se cache derrière l'histoire. Il nous a fallu improviser, par exemple, pour révéler la vérité. Et cette vérité a été révélée plus tôt que ce que nous avions prévu, du fait de la persistance du public. Et c'est bien la revers de la médaille lorsqu'on a un projet avec un public qui participe. Oui, effectivement, dans ce projet, nous avions cette idée de voler cet oiseau. Et ce que nous n'avions pas attendu, c'est que cette histoire, ce motif a vraiment ému le public qui était tout à fait impliqué, mais qui était également tout à fait déçu, voire en colère, lorsqu'il a réalisé que cette histoire n'était pas une histoire vraie. Donc, je ne dis pas que c'est un volet négatif du projet, mais en tout cas, nous n'avions pas attendu une telle implication dans le projet. Raymond a souligné un aspect qui est le côté imprévisible du public. Cette imprévisibilité est un facteur déterminant lorsqu'on produit un média transmédia. Vous avez soit un public qui cherche la vérité et on ne s'y attendait pas, ou alors qui a émis plus de suppositions que ce que vous aviez vous-même envisagé. Donc on ne cesse jamais d'apprendre dans ces projets. J'ai une petite anecdote, je sais qu'il faut rester bref, mais il y a une personne qui est allée si loin dans notre projet qu'elle a trouvé toutes les solutions, elle a fait des commentaires partout et écrit des emails aux diffuseurs et j'ai dû appeler cette personne et lui dire « Arrête, tais-toi, on va t'intégrer dans l'histoire, mais attends 2 ou 3 semaines ». Bon, allez, je vais donner 4 éléments rapides de réponse. Mon premier projet était un cheval de Troie. Alors ça, on s'en s'est rendu compte seulement à l'issue du projet. Qu'est-ce qu'on souhaite? Simplement faire adhérer les personnes à l'histoire. Nous avons utilisé des événements en direct impliquant plus de 20 caméras. Et il y avait les caméras pour la diffusion, les blogueurs, les smartphones. Et ce qu'on a oublié, c'est de fournir un système
qui permettent que, quelle que soit la personne qui filme et le point dont elle filme, on puisse identifier et classifier ce contenu. On s'est retrouvé avec des quantités de contenu, pour ainsi dire, à l'état de rush dont on ne savait pas quoi faire. Enfin, il y avait, pour tous les différents médias qui sont publiés, par exemple 4, 5 ou 6 selon le projet, il faut bien planifier ces différentes sorties médias. Il faut qu'elles soient entrées dans le script et que l'on sache quel type de média est utilisé pour quelle sortie. Enfin, une autre erreur. D'une certaine manière, nous avons vu que le public souhaitait partir en mission, se lancer dans une entreprise et nous n'avons pas pris en compte ce désir de leur part qui correspondait vraiment à un jeu de réalité alternée. Il ne s'agit donc pas uniquement de raconter une histoire par le jeu et il faut, selon moi, être prêt à se lancer dans une forme nouveau à tout moment. La question, je pense, qui était posée était quels apprentissages, enseignements pouvons-nous tirer de nos erreurs, et cela pourrait être le sujet d'une conférence entière pour l'an prochain. Et de ne jamais cesser de me planter, mais par chance, ça fait partie de mon travail. Donc, mais la dernière qu'on a faite, enfin non, la dernière on a fait d'autres, mais sur manipulation, on a fait une erreur, c'est qu'on était dans un documentaire, on s'est dit, voilà, on va emprunter à la logique du jeu et on va pas aller jusqu'au jeu. Et au fond, si vous allez voir l'interface en ligne, elle est vertigineuse. Et on avait l'espoir que ce vertige allait attirer l'audience. Et au fond, il en a attiré une partie, mais une petite partie, et pour bien des gens, il a été rebutant. Et on aurait dû aller plus loin dans le jeu et aller jusqu'à la mécanique de reward, de récompense, qui vous amenait toujours plus avant à l'intérieur. Voilà, c'est une chose qu'on a appris, c'est-à-dire que on est là à chaque fois. Quand je vous disais tester, la logique du test, c'est qu'après, on espère qu'on ne refera pas les mêmes erreurs. Hello, Véronique Bylock, Netcast Production, French producer. Netcast Production, pour un producteur français, je suis bilingue, comme vous l'entendez. J'ai une question qui concerne la durée de vie des médias cross-projets, des projets transmédia. À Paris, on a des contrats qui durent 7 ans. Quels sont vos contrats? Quelles sont leurs durées? Comment gérez-vous la propriété intellectuelle? Ici, nous faisons des contacts et nous tentons de créer de nouveaux contrats chaque semaine. Mais comment cela se passe? Enfin, quelle est votre phase d'anticipation? Est-ce que vous bouclez votre projet avant de le lancer? Ou quelle est cette durée de vie interne et quelle est la vie continue? Donc nous avons d'une part des aspects juridiques et d'autre part la durée de vie du projet. L'une des erreurs les plus graves que l'on peut faire en commençant un projet transmédia, c'est d'avoir un projet immense, très grand, de grande ampleur et de grande dimension. On a par exemple, au contraire, la possibilité d'avoir un univers qui n'a rien de particulier, mais on en sort une histoire que l'on se raconte, que l'on construit comme un instrument cross-média. C'est ma manière de procéder, c'est mon point de vue. Extraire une partie. Ce que j'ai fait à Amsterdam, c'est l'installation d'un monde, ériger un monde de science-fiction. Ensuite, voir comment l'histoire évolue et comment ce monde fait avancer l'histoire. Et donc, si on parvient à un tel résultat en l'espace de 6 mois, on peut tout simplement passer rapidement sur les erreurs, progresser, franchir les étapes sans se tromper. Vous avez l'IP Sur les contrats, c'est une question évidemment assez compliquée parce qu'on est dans des domaines sur lesquels il n'y a pas d'usage clair et défini. Donc effectivement, les 7 ans, c'est quelque chose qu'on prend effectivement plutôt pour les médias numériques, nous, de notre côté. Mais c'est simplement parce qu'on ne se considère pas comme diffuseur, mais comme éditeur, à dire vrai. Et simplement, quand on édite un contenu en ligne, il peut avoir plusieurs vies, plusieurs moments. Et le contrat type audiovisuel ne fonctionne pas. Et on est plutôt dans cette interrogation-là, et comment on va inventer quelque chose ensemble qui a du sens, sachant que tout évolue tout le temps et assez vite, que sur le contrat. Du coup, c'est
un débat important, mais qui est à la limite transmédia en lui-même, que ça évolue, ça bouge, et ça dépend toujours de ce qu'on fait. Il y a un aspect aussi qui rejoint votre question sur le lifespan, c'est que quand on produit pour la télévision, on fait une bêta, on a des disques durs, etc. Et qu'on fait un documentaire de 52 ou une fiction, ça reste souvent dur quelque part dans un coffre, etc. Et quand on fait un site web, moi qui l'ai fait sur Détective Avenue, c'est en ligne. Et puis tout d'un coup, c'est offline. En tout cas, si ça n'a pas de suite. Il y a une espèce de... Il pourrait y avoir presque un cimetière de... Enfin, c'est depuis le début du web aussi, hein, un cimetière de projets démarrés. Mais bon, je ne pense pas qu'on ait de solution aujourd'hui. On est tous en train de chercher. Peut-être une autre question, on a un petit peu de temps, Bruno me dit. Ouais, on a encore 10 minutes parce que le débat est tellement passionnant qu'on a envie de le faire continuer toute la journée. Bonjour, Pascal Senicourt. Je suis en train d'écrire un projet transmédia et je me demandais si la monétisation, on va dire, du projet doit déjà être prévue au niveau de l'écriture ou sinon qui doit prendre un petit peu ce rôle sur le travail de la monétisation du projet. Merci. Alors, c'est une bonne question parce qu'effectivement, je voulais aborder tous les aspects monétisation dans la troisième partie sur le buzz. Robert? I think you should think about where the revenue is going to come from while you're writing it. Réfléchir aux revenus lorsque l'on écrit le projet. Il existe des plateformes qui fournissent un travail de bouche à oreille très intéressant et de grande qualité. D'autres plateformes sont plus complexes et sont payantes. Donc, dès le départ, il faut penser au modèle économique, car le revenu, cela peut être votre objectif, et donc il faut créer des plateformes. Ça ne vous inquiète, vous ne vous demandez pas qui paye? Si, mais je ne pense pas que la personne qui écrit devrait se préoccuper de la provenance des revenus. Si, parce que la participation, le taux de participation, et c'est l'objectif qui va déterminer ce que vous attendez de l'audience. Selon moi, si une histoire fonctionne, je suppose que vous êtes un écrivain et pas un producteur. C'est bien cela? Oui. Donc vous me dites, que vous pensez que les écrivains, même quelqu'un qui a imaginé le Da Vinci Code, par exemple, est-ce que cette personne, vous pensez qu'elle a tenté d'écrire quelque chose qui soit de la littérature commerciale? Non, je pense que être conscient que l'on écrit une pièce qui aura une diffusion commerciale, c'est bien sûr évident, mais si l'histoire est bonne, si le cœur de l'histoire est vraiment intéressant, alors on peut commencer à travailler dessus. Comment est-ce que je vais pouvoir recueillir l'adhésion de mon public? Comment est-ce que je peux partager cette histoire avec eux, la prolonger, etc. Quels sont les types d'accords économiques que je peux avoir avec quel type d'intervenant, téléphone mobile, Internet. Et c'est à cette étape-là que l'on peut commencer à penser cette modélisation autour de l'histoire. Au moment où on sort de la phase de rédaction pure et que l'on commence à envisager les questions concrètes. Au départ, on ne sait pas forcément, je ne sais pas si vous écrivez un livre, un film ou une série télé, mais la donnée essentielle, c'est l'histoire. Et si vous avez une bonne histoire, vous pouvez faire tout ce que vous voulez à partir de ça. Donc, vous recommandez aux personnes de d'abord se concentrer sur l'écriture et dans un deuxième temps de se diriger vers les financeurs. Je pense que c'est quelque chose d'entrelacé. Et cela dépend aussi du type d'écriture, une écriture collective ou individuelle. Si vous écrivez un roman, par exemple, vous souhaiterez sans doute parvenir à cette étape aussi tard que possible. Si vous écrivez un polar, le développement de l'attention à travers le roman est différent. Il faut toujours, évidemment, réaliser ce travail de prise en compte de la vente, mais dans notre cas, si vous écrivez un livre, par exemple, vous faites des recherches dans une direction et dans l'autre, vous tentez de consolider votre univers narratif, de vous demander quels sont les récits que vous allez mettre en scène dans votre histoire. Mais après cette étape, vous pouvez envisager les financements. Je reviens à Simon.
Je suis désolée, j'ai oublié votre nom, monsieur qui avait posé cette question, mais lorsque vous avez écrit cette histoire, vous avez mis en place un univers immense. Et une fois qu'on a cet univers, pensons à Harry Potter ou d'autres exemples, on trouvera toujours des personnes qui le trouveront intéressant et qui seront réceptifs. Mais par contre, pour trouver les personnes qui connaissent des concepts, des programmes, il faut savoir à qui s'adresser. Je pense à un programme de musique développé par Simon et par son équipe. Lorsque vous avez écrit cette session, cette histoire de musiciens, etc., est-ce que vous saviez déjà que vous alliez vous adresser aux opérateurs de télécâbles, aux entreprises de vidéo en flux continu, en streaming, ou quelle était votre idée? Nous savions que la production était très chère et donc il était clair à nos yeux qu'il nous fallait nous adresser aux meilleures productions, les mieux adaptées pour ce projet. D'abord, nous avons réfléchi à ce qui serait pertinent. Quelles sont les personnes à qui nous devons nous adresser et que devons-nous discuter avec elles? C'est ainsi que nous avons procédé. Oui, mais je suis d'accord avec vous deux, en fait. Je suis le diplomate de la table ronde. Tout dépend du contexte. Vous pouvez commencer, par exemple, par un roman. Mais cependant, si vous lancez une série internet avec un jeu en plus, alors il faut d'abord lancer la série et attirer les personnes qui sont ensuite disposées à payer pour le jeu ou pour tout autre contenu supplémentaire. Mais je ne pense qu'il faut tenter, il faut veiller à ne pas interrompre la narration. Merci. Pour moi, la question appelait une réponse par oui ou par non. Il y a un marché. Est-ce que vous cherchez une coproduction, oui ou non? Simon. Yann. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Parlez dans le micro, s'il te plaît, sinon on n'a pas la traduction. Choisir oui ou non devant le monde entier, c'est une démarche plutôt naturelle. Je ne cherche pas à coproduire. Je cherche de nouveaux clients qui utiliseront ma plateforme. Non, mais demande-moi encore dans 6 mois, quand j'aurai poursuivi mes 26 projets qui sont ouverts actuellement. Bien, tu as des rendez-vous toute la journée. Ouais, je travaille un peu aussi pour la télévision, donc voilà. Et j'ai une question toute simple. Quand on a un projet transmédia, on a envie de le diffuser. On a des diffuseurs, souvent des chaînes de télé, qui ont des responsables mobiles, des responsables numériques, des responsables web, des responsables antennes. Et tout ça est en général très linéaire et vertical. Comment est-ce que, selon votre expérience, quelle est la personne qu'on doit aller toucher en premier pour parler du projet dans lequel on va ajouter un peu de mobile, un peu de web, un peu d'antenne pour qu'au final on ait un financement correct? Alors, peut-être la bonne question, Boris, tu es le bon interlocuteur puisque tu es à la direction des nouvelles écritures et du transmédia. Alors, évidemment, encore une fois, ça dépend du projet, mais justement, nous, à France Télévisions, on a essayé de pas fonctionner de manière verticale et de fonctionner de manière horizontale. C'est-à-dire que le projet arrive par nous ou qu'il arrive à l'antenne, au fond, aujourd'hui, moi, j'ai créé des comités qui sont des comités transmédia par genre. Ce projet, il arrivera et il sera discuté à cet endroit-là, c'est-à-dire où il y aura des gens de l'antenne et des gens des nouvelles écritures du transmédia et de France Télévisions de distribution, c'est-à-dire de ceux qui pensent aussi l'avenir de ces projets en termes de livres, d'applis, etc., pour qu'on en discute ensemble et que justement ce soit dans cette multiplicité de points de vue qu'on décide de la viabilité ou non de ce projet et de l'intérêt pour nous de le faire. L'autre point important, c'est que forcément, quand il y a de l'antenne, ça implique des budgets plus importants et donc s'il y a de l'antenne, rien ne pourra se faire sans l'antenne. Ok, on a encore 2 questions ici et puis après, malheureusement, on va devoir passer à autre chose. Hi there, Susan from Frankfurt. I've worked in Suzanne, je viens de Francfort. Je travaille entre des cultures, entre l'allemand et l'anglais. Je suis en plein dans la mondialisation. À quel moment de votre narration, de votre récit, pensez-vous que votre récit peut être localisé pour s'appliquer à des cultures totalement différentes?
Je travaille avec des formats qui impliquent que je pense à cette question sans cesse, car les formats doivent être localisés en permanence. Donc pour moi, la réponse à la question est dans tous les projets, il faut une localisation. Je suis tout à fait d'accord. Si l'on commence des projets qui, d'une certaine manière, ont des financements expérimentaux, alors cela peut être tout à fait utile. Si l'on a un sujet universel qui intéresse tout le monde, alors il est possible de construire le projet de telle sorte qu'à Düsseldorf, à Toronto ou ailleurs, il soit possible de l'installer. C'est tout ceci, pour moi, cela se gère durant la phase de recherche. Je suis d'accord avec les deux points de vue. Mais cela dépend vraiment du projet, selon toute évidence. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Dernière question. Bonjour, je m'appelle Cédric Walking, je suis fournisseur de technologies multi-écran. Boris, vous avez rapidement abordé le sujet de la gamification. Je souhaiterais savoir, vous tous, quelle est votre perspective et quel est votre point de vue sur ces techniques de gamification? Il faut revenir cet après-midi. Laurent modérera une fois de plus la session cet après-midi. Nous avons une table ronde consacrée aux jeux vidéo et aux cross-média et quelle est leur influence mutuelle potentielle. Je ne pense pas qu'on puisse répondre brièvement à cette question. Because it implies some like crass awarding of just badges. Pas le terme de gamification parce que cela implique une structure bien trop fermée. Cependant, le fait d'impliquer le public en utilisant les ressorts et ficelles du jeu, c'est quelque chose que nous faisons sans cesse. On appelle ça la conception narrative, la conception de la narration et l'idée qu'il faut toujours récompenser les personnes à fur et à mesure qu'elles avancent, progressent dans la narration. Bien sûr, il y a un envers et un revers de cette gamification. À une certaine époque, la culture était très simple, il y avait des cases claires et délimitées, il était très facile de raconter une histoire pour transférer des connaissances et de jouer des jeux pour simuler des compétences. Et à cet égard, à mon avis, la narration et les jeux sont très très proches. C'est ce que nous tentons de faire avec nos projets en immersion 360. Merci, messieurs. C'était un débat tout à fait passionnant. Merci beaucoup. Vous pouvez tous vous rencontrer à la pause café dans 30 minutes. Nous allons nous retrouver ici pour les pitchs. Merci.